Aujourd'hui, en effet, je vais vous parler de la reconnaissance faciale, en espérant pouvoir mettre en évidence quelque chose qui me tient à cœur. C'est souvent qu'on parle de la reconnaissance faciale comme une des technologies parmi d'autres qu'il faudrait traiter comme un simple cas. Je crois que la reconnaissance faciale sacralise et centralise à elle-même tout un ensemble de problématiques qui en font bien plus qu'une technologie parmi d'autres, mais qui en font véritablement une technologie de notre temps, et que la manière dont dont le juriste va s'emparer de l'encadrement de cette technologie sera décisive pour nos démocraties. Alors, pour commencer cette présentation et vous permettre de saisir pleinement les enjeux, précisément pour le juriste, j'ai choisi, conformément à la méthodologie de l'école de Bruxelles, de commencer par un cas d'actualité qui, à mon sens, montre de manière assez exacerbée les problèmes et les enjeux, mais qui les illustre de manière magnifique. Eh bien, c'est le cas de la guerre en Ukraine. Vous avez peut-être eu vent de ces informations-là parmi les nombreuses informations qui nous remontent du terrain. Mais la reconnaissance faciale a fait son entrée de manière assez tonitruante il y a 2 semaines maintenant sur le terrain, puisqu'on a appris que les forces ukrainiennes notamment utilisaient des dispositifs, des logiciels de reconnaissance faciale pour pouvoir identifier les soldats russes. Donc ça, pour être tout à fait honnête, c'est pas quelque chose qui est totalement nouveau, puisqu'en creusant un peu la chose, j'ai notamment pu voir qu'en 2016, on avait utilisé abondamment en Libye des drones létaux dotés de reconnaissance faciale qui permettaient de trouver des cibles sur le terrain à partir d'images. Ça a été dénoncé l'an passé par le Conseil de sécurité des Nations de l'ONU et relayé dans la presse il y a quelques mois, en juin dernier. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau, mais là, ce que l'on peut dire, c'est que non seulement ça a été abondamment utilisé par les forces en présence, vraisemblablement aussi par les forces russes, mais ce qui s'ajoute dans la situation actuelle, c'est qu'énormément de personnes ont également participé depuis l'extérieur du terrain. Et notamment, on a eu vent de cette start-up française qui a utilisé son logiciel pour venir en aide aux soldats et procéder à des opérations de vérification sur le terrain en étant totalement extérieur aux opérations militaires, sachant que les entreprises en question n'étaient pas nécessairement des entreprises militaires. A fortiori, la semaine dernière, nous avons entendu que Clearview, cette fameuse entreprise d'intelligence artificielle qui a créé la plus grande base de données biométriques au monde, qui est une entreprise très sulfureuse, j'en reparlerai un peu plus loin dans mon exposé, eh bien, a mis à disposition son logiciel de nouveau au service de la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Parce que il y a plein de choses, il y a plein de leçons en fait de cette actualité qui sont intéressantes de mettre en évidence entre l'existant et ce que ça amène de nouveau, ce que je généralise. Alors déjà, ça consacre une fin de l'anonymat, mais une fin de l'anonymat en trompe-l'œil, puisque, en particulier avec des captures sur un terrain militaire, les erreurs en matière de reconnaissance faciale sont nombreuses et restent nombreuses dans ce contexte-là. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que quand on généralise ce type de technologie, eh bien, on peut imaginer les conséquences que ça a. Et sur un terrain militaire, elles sont immédiates, puisque c'est potentiellement la mort, la torture, et non seulement celle de votre personne, mais potentiellement de celle de votre famille. Et lorsque vous êtes repéré et ciblé de manière erronée, comme avec le cas des drones que j'évoquais tout à l'heure, eh bien là, les conséquences sont irréversibles, quand bien même il pourrait y avoir des erreurs. Donc là, on mesure tout l'aléa qu'il peut y avoir à utiliser ce type d'outils. Par ailleurs, ce qu'on observe et qui est assez troublant, c'est que les technologies que j'évoquais jusqu'à présent étaient utilisées sur un front militaire. Comme je vous l'ai dit, ce n'était pas tout à fait nouveau, mais entre militaires. Là, ce dont on s'aperçoit dans ce cadre, c'est qu'il y a une forme de démocratisation des usages et que tout un chacun, grâce à des logiciels qui sont très facilement accessibles en ligne, alors Clearview n'est pas censé être accessible au commun des mortels, même s'il prépare quelque chose dans ce sens-là, mais PMISE l'est, et on s'est aperçu qu'il y avait un équivalent aussi
en Russie, FineClone, qui permettait à tout un chacun de rentrer une capture, une image avec un visage pour pouvoir identifier dans les bases de données qui ont été constituées à partir d'images en ligne le plus souvent, eh bien, la personne que l'on recherche. Donc, une démocratisation qui est très inquiétante, puisqu'on voit qu'il y a une globalisation de la guerre de ce point de vue-là, technologique. Là encore, ce n'est pas le seul front, mais qui peut avoir des conséquences tangibles sur le terrain, encore une fois, qui sont très inquiétantes. Alors, il faut savoir que ces tendances, qui bien évidemment se comprennent dans leurs conséquences de manière exacerbée sur un terrain militaire, eh bien, vont également exister et existent d'ores et déjà dans la société civile, dans la manière dont on déploie aujourd'hui la reconnaissance faciale. Alors, quelques petits exemples qui posent les enjeux. Et là, j'ai une réflexion qui est plus globale, on l'ancrera un petit peu plus tard dans le terrain européen, mais pour vous dire que, pareil, les limites techniques, déjà, que j'évoquais, l'idée qu'il peut y avoir des erreurs de reconnaissance a pu avoir des conséquences magistrales sur le terrain. Alors, vous avez à droite de l'écran pour moi un schéma qui représente les erreurs qui sont commises lors des identifications sur différents publics. Et donc, c'est une étude qui date de 2019. Depuis, je dois le dire, les logiciels de reconnaissance faciale se sont beaucoup améliorés, mais il y a toujours une marge d'erreur, notamment en fonction du contexte dans lequel on opère. On fait souvent la distinction entre une authentification et une identification. Authentification, c'est qu'on vérifie que la photo que vous rentrez correspond à la photo de la personne que vous avez en face de vous. Donc, c'est par exemple le cas dans un aéroport. Donc là, on a un contexte qui est bien déterminé et qui permet d'avoir un taux d'erreur qui est moins important. Par contre, dans un contexte, dans un environnement non maîtrisé, les erreurs demeurent importantes. C'est comme ça, ce que vous pouvez voir de l'autre côté de l'écran, qu'il y a pu y avoir des erreurs erronées qui étaient fondées sur la reconnaissance faciale, notamment aux États-Unis, où les services de police ont été très largement équipés et ont recours à ce type de logiciel. Il y a 3 procédures au moins en cours aux États-Unis par rapport à des arrestations, voire des procédures pénales qui ont été engagées sur le fondement quasi exclusif dans certains cas de la reconnaissance faciale, alors même que les personnes avaient des alibis et que vraisemblablement il y a eu des erreurs d'identification qui ont été commises. Le deuxième point, c'est toujours dans le point technique finalement, c'est que ce qui permet aussi de poser les enjeux, c'est que la reconnaissance faciale, eh bien, elle fonctionne à partir de nos données biométriques, c'est-à-dire ce qui permet de nous identifier en tant qu'individu de manière singulière. Un problème qui se pose aujourd'hui et dont on ne parle pas souvent, c'est les potentielles attaques de bases de données biométriques qui peuvent avoir lieu, où on va voler vos données biométriques pour pouvoir les réutiliser et créer des identités à partir de vos données. Donc c'est arrivé en 2020 et en 2019. Là, il y a une attaque en particulier en 2020 qui était très importante parce qu'elle a concerné les banques et la police du Royaume-Uni, alors même que le prestataire de services qui assurait la base de données est un des plus reconnus en Europe pour assurer ce type de service-là. Donc c'est très inquiétant aussi. Donc utiliser ce genre de service expose aussi sur le plan technique. Et puis on comprend qu'on peut facilement, le terme est relatif, mais en tout cas qu'il est possible de tromper ces systèmes qui tendent à remettre aussi encore en cause leur probité technique. Eh bien, deuxième problème qui se pose et que l'on peut rencontrer dans la société, c'est qu'à partir du moment où il y a une démocratisation de la reconnaissance faciale et qu'on peut tous potentiellement être reconnus, on peut potentiellement tous être ciblés. Alors, il y a un aspect qui est très connu, c'est le fameux chilling effect. Cet effet dissuasif qui notamment entraverait la liberté d'expression, la liberté de manifestation et la liberté d'association, puisque dans les endroits qui seraient surveillés par de la reconnaissance faciale, on serait moins enclin à aller s'exprimer de manière totalement libre, puisqu'il y aurait cette peur des conséquences qu'il peut y avoir. Par exemple, on sait qu'à Moscou actuellement, il y a un très fort réseau de vidéosurveillance qui est
de caméra de vidéosurveillance qui est équipée de reconnaissance faciale. Donc je pense que typiquement aller manifester dans les rues est hautement dangereux et on voit la manifestation de ce chilling effect qui est très dissuasif, la technologie est dissuasive. Mais plus largement, j'aimerais insister sur votre attention sur le fait que ce logiciel permettrait de reconnaître de vous cibler beaucoup plus largement au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est-à-dire que vous êtes une femme dans un métro, vous êtes harcelé régulièrement, la personne veut savoir qui vous êtes et vous suivre. En plus des techniques habituelles de traquer la personne, on va pouvoir très facilement identifier qui vous êtes, qui vous fréquentez. Potentiellement, on va pouvoir créer un certain nombre de groupes et repérer des personnes par rapport à des identités qui peuvent être multiples, puisqu'il faut savoir qu'une fois que vous êtes identifié, souvent vous pouvez être à partir de là rattaché à plusieurs identités qui sont la vôtre. Donc si vous voulez cibler, des femmes, ça c'est pas très compliqué, mais des personnes qui ont certaines convictions politiques, des personnes qui ont certaines orientations sexuelles, des personnes et la liste est infinie finalement par rapport à la personne que vous recherchez, eh bien ce type d'outil-là et la démocratisation de ceci le permet très largement. Enfin, j'aimerais insister sur un troisième point qui est un enjeu pour, dans un second temps, penser l'encadrement juridique qui doit s'appliquer ou qui s'applique et sa pertinence. Eh bien, c'est de souligner la versalité technologique. C'est-à-dire que la technologie, elle n'est pas tout à fait neutre, notamment du point de vue des mains dans lesquelles elle tombe. Et là, j'ai un exemple assez effarant avec la reconnaissance faciale qui concerne l'Afghanistan. Il y a quelques années, alors qu'il y avait encore l'occupation américaine, on avait équipé de reconnaissance faciale on avait permis au processus de vote d'utiliser la reconnaissance faciale pour limiter la fraude. Et on disait notamment que c'était une manière vertueuse de pouvoir favoriser la démocratie en Afghanistan. Avec la chute du régime cet été, eh bien, la technologie est tombée dans les mains des talibans très rapidement, qui aujourd'hui l'utilisent en le croisant avec les bases de données qui identifient les personnes qui ont collaboré, notamment avec les Américains ou les services secrets étrangers, eh bien pour traquer les opposants politiques. Il y a actuellement un certain nombre d'individus qui sont bloqués, notamment, et qui ne peuvent pas sortir du pays, parce que sortir du pays impliquerait de refaire leur passeport, les passeports étant biométriques, ils seraient immédiatement identifiés, et donc qui se cachent par peur de pouvoir être reconnus dans l'espace public ou dans le cadre de l'état civil par les talibans. Donc on voit bien aussi que cette technologie, en fonction des mains dans lesquelles elle tombe, peut s'avérer extrêmement dangereuse. Alors la question que j'aimerais me poser avec vous et qui finalement montre que la technologie de reconnaissance faciale est loin d'être simplement une technologie parmi d'autres, c'est qu'avec ce double mouvement, c'est-à-dire multiplication des usages, démocratisation des usages, on peut se demander si on n'est pas en train d'assister finalement à la fin de l'anonymat et dans quelle mesure nous, juristes, nous pouvons offrir des garanties pour pouvoir éviter cela, parce que c'est profondément attentatoire à nos droits fondamentaux. Et tous les risques que j'ai mis en évidence montrent à quel point les principes fondamentaux d'égalité, de liberté d'expression, de protection de la vie privée sont atteints par ce phénomène-là. Donc la question qu'il s'agit de se poser, c'est est-ce qu'il existe un droit à l'anonymat? Comment il faut le garantir? Et comment on va pouvoir évoluer dans une société où tout un chacun peut reconnaître tout un chacun. Donc c'est pour ça que je vous ai pris cette formule de Banksy qui retourne la formule de Warhol qui nous dit dans le futur, tout le monde pourra être anonyme pendant 15 minutes. Voilà, donc écoutez, je ne l'espère pas, mais en tous les cas, c'est un petit peu le décor que je voulais envisager avec vous pour cet exposé. Alors, cet exposé se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, je vais quand même préciser, dans la mesure où on va raisonner dans l'état de droit européen, j'aimerais quand même revenir brièvement sur les usages, très concrètement, qui et comment on utilise la reconnaissance
faciale dans les espaces qui sont ouverts au public. Donc, je crois qu'il y a quelques éléments qui seront intéressants à mettre en évidence parce que là, en la matière, on est très souvent, en matière de technologie de surveillance, on est très souvent nourri par les dystopies américaines ou chinoises et il est important de voir ce qui se passe très concrètement sur notre terrain pour pouvoir y apporter des réponses idoines. Dans un second temps, je vous présenterai l'état de droit européen dans ces deux aspects, à la fois tangible, qu'est-ce qui est aujourd'hui en place, est-ce que oui ou non on peut utiliser de la reconnaissance faciale en temps réel dans l'espace public. Je vous présenterai aussi dans son second aspect, plus prospectif, ce que propose la réglementation européenne en matière d'IA qui est actuellement discutée et qui traite de la reconnaissance faciale. Puis dans un troisième temps, j'aimerais vous montrer, mettre en évidence les angles morts du droit en traitant notamment d'un exemple qui en ce moment fait beaucoup parler de lui, juridiquement parlant, c'est la fameuse affaire Clearview. Donc commençons tout d'abord par les usages de la reconnaissance faciale dans les espaces qui sont accessibles au public, parce que vous allez voir que la législation européenne emploie cette expression et que peut-être le terme même d'espace public était un petit peu trop réducteur, vous allez comprendre pourquoi. Alors donc dans les espaces qui sont accessibles au public, notamment à des fins de maintien de l'ordre public. Alors comme le disait Benoît, j'ai en effet réalisé au printemps dernier une étude pour la Commission européenne qui représentait la position des villes au sein de l'Union, où il était question justement de s'interroger à la fois sur les besoins, sur les limites et sur la législation en vigueur en matière de technologie de surveillance. Donc la carte que vous voyez concerne tous les exemples que j'ai pu trouver de déploiement, qui sont pour la plupart, vous le voyez, des expérimentations qui ont été conduites à l'échelon local. Les exemples nationaux sont beaucoup plus rares. Le plus manifeste est l'exemple grec, puisqu'ils ont équipé toute une police avec des bodycams qui intègrent la reconnaissance faciale. Mais généralement, les expériences telles qu'elles sont conduites sont plutôt locales. Alors, quelques chiffres pour comprendre comment ça se déploie, dans quel domaine exactement, et quelle a été la temporalité récente. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, principalement, la reconnaissance faciale, elle est utilisée dans les aéroports et dans les transports. C'est près de la moitié des cas que j'ai pu trouver. La reconnaissance faciale, on l'utilise notamment pour l'authentification à l'aéroport, donc sur la base du consentement des gens. En principe, vous devez avoir une voie alternative pour ne pas passer par des bornes de reconnaissance faciale. Alors, ce n'est pas toujours très bien mis en œuvre, mais en tous les cas, c'est le principe. C'est également, dans le même sens, utilisé dans les ports, dans les trains, dans les gares de train, pour, alors là, pas tant des finalités d'authentification que véritablement de la surveillance de l'espace public. Ensuite, il y a un ensemble de cas qui a concerné les événements sportifs et les événements culturels plus largement. Donc, vous avez sans doute vu passer cela dans l'actualité, mais de manière très régulière, on entend tel ou tel stade de foot qui, pour surveiller les comportements de certains supporters indésirables, eh bien, entendent introduire la reconnaissance faciale dans les stades. Et juste avant le Covid, il était question dans plusieurs États d'introduire de la législation précisément pour valider ce type d'usage. Et puis, de manière plus accessoire, on a également eu des expérimentations dans les écoles. Alors, ce qu'il faut comprendre dans les petits schémas que vous avez, c'est que je parle au passé, je parle au présent, parce qu'en effet, ces cas recouvrent un ensemble de réalités disparates de ce point de vue-là. Les cas où la reconnaissance faciale a été adoptée de manière finale sont extrêmement rares. Ça correspond à la case Termination dans le premier schéma que vous avez à gauche. Donc, généralement, ce qui est fait, ce sont des expérimentations où l'on va tester l'opportunité de ces dispositifs dans un cadre donné. Alors, la reconnaissance faciale et les expérimentations, en tous les cas, se sont particulièrement déployées et développées à partir de 2015. Il y a eu une pause aux alentours de 2020-2021, mais comme vous le voyez dans les chiffres et comme l'illustrent encore ces récents articles, le Covid n'a pas mis un terme à la dynamique de l'usage de la reconnaissance faciale. Au contraire, on voit que l'industrie s'est très rapidement adaptée
et que dans certains lieux, notamment dans les transports, la crise a été un levier pour accélérer ce qu'on appelle la vie sans contact et donc encourager au contraire à l'usage de la reconnaissance faciale. Donc l'article que vous avez interroge quant à la pertinence de ces systèmes sans le masque. Vous avez peut-être vu que depuis la dernière mise à jour des systèmes d'Apple sur l'iPhone notamment, vous pouvez être reconnu et identifié sur votre smartphone, même avec le port de votre masque. Donc là, encore une fois, même si dans un premier temps, on s'est dit ça va mettre un terme à cette dynamique-là, le Covid n'a absolument pas arrêté la dynamique de reconnaissance faciale. Peut-être le schéma qui manque dans ces slides, ça serait les investissements qui sont faits en la matière, et ils continuent à être extrêmement importants, ce qui montre comme bien qu'il y ait une véritable, à raison, inquiétude de la part de l'opinion publique qui engendre un certain nombre d'atermoiements politiques concernant la technologie, eh bien, les investissements et l'industrie, elles, vont dans une direction qui sont assez claires et qui tendent à installer dans le paysage la technologie. Alors, qu'en est-il de l'état de droit européen ? Alors, la question qui se pose, il y a plein de questions évidemment qui se posent. La première question, c'est est-ce que oui ou non, moi aujourd'hui je suis une police nationale, je peux introduire de la reconnaissance faciale sur mon territoire à des fins de maintien de l'ordre. Ça va être la première partie de la question. La deuxième partie de la question, dans la positive, comment je fais ? Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la première question. Pour y répondre, on va avoir, alors plus largement, la reconnaissance faciale dans les espaces accessibles au public. On va avoir 2 articles dans la législation européenne qui vont s'appliquer et qui vont apporter des réponses. C'est d'une part l'article 9 sur le règlement général de la protection des données personnelles, et puis on a ensuite la directive police-justice, ces 2 textes étant de 2016, qui fixe le régime applicable au traitement impliquant des données biométriques. Puisque je le répète, pour pouvoir vous identifier, on va avoir besoin de ces données-là, on va traiter ces données-là. Donc, dans le RGPD, il y a une interdiction de principe qui est établie, comme vous pouvez le voir, sauf dans quelques exceptions bien désignées, à savoir lorsque la personne a donné son consentement, lorsque les intérêts vitaux d'une personne sont en jeu, lorsque une disposition nationale l'autorise ou lorsque les données ont été manifestement rendues publiques. Dans le cadre de la directive police-justice, on n'a pas une interdiction de principe, mais en revanche, les traitements biométriques sont extrêmement limités à des usages qui doivent être strictement nécessaires et strictement proportionnés. De manière conditionnelle aussi, on retrouve 3 conditions qu'on a également dans le RGPD, à savoir lorsqu'un État membre l'autorise, lorsque soit la législation européenne ou nationale l'autorise, pour protéger également les intérêts vitaux de la personne et lorsque les traitements portent sur des données qui ont été manifestement rendues publiques par la personne concernée. Alors si on examine de plus près ces exemptions et les conditions d'autorisation de la reconnaissance faciale, on s'aperçoit très rapidement que finalement, l'état de droit n'apporte pas de réponse claire et ne permet pas de déployer la reconnaissance faciale sur l'un de ces 2 fondements légaux. Pourquoi ? Alors peut-être dire que ces textes datent de 2016, donc ils n'ont pas été conçus et pensés dans le cadre de ces technologies qui n'étaient pas encore déployées de manière exponentielle. Ça, c'est peut-être un premier élément, mais surtout, d'un point de vue juridique, eh bien, les exceptions ne collent pas au cas de la reconnaissance faciale dans les espaces accessibles au public. Les intérêts vitaux des personnes, il faut véritablement... Alors là, toutes les lignes interprétatives vont dans le même sens. Il faut vraiment que la personne soit dans un état de quasi-mort cérébrale, incapable de donner son consentement pour que l'on puisse utiliser ce type de dispositif. Donc typiquement, dans le cadre du Covid, on ne pouvait pas justifier sur le fondement de ces articles le déploiement de ces systèmes. Lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques, le cas Clearview a permis de répondre à ces questions. Est-ce qu'une entreprise peut utiliser des données, des photos de personnes qui ont été rendues manifestement publiques par celle-ci pour pouvoir créer une base de données biométriques qui, in fine, servira les services de police ? Eh bien,
Les régulateurs européens, j'y reviendrai un petit peu plus loin, ont répondu par la négative. Non, parce que quand on met sa photo en ligne, on a quand même une certaine idée de la finalité du traitement. Donc on ne s'imagine pas être dans la base de données qui sera utilisée demain par le FBI lorsqu'on soumet sa photo. Donc ce n'est pas non plus un fondement légal pertinent. Le consentement, vous comprenez que c'est limité dans des zones d'identification. Alors, dans les aéroports, pour l'authentification, d'accord, mais quand vous devez surveiller un événement public très large, eh bien, ça ne s'applique pas, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Reste la dernière hypothèse, lorsque le droit de l'Union ou le droit national l'autorise. Or, force est de constater qu'actuellement, eh bien, on n'a pas une telle législation qui bornerait l'usage de la reconnaissance faciale. Il y a eu des tentatives dans certains pays de l'Union pour pouvoir adopter un cadre idoine. Alors la France hésite beaucoup, il y a eu beaucoup de projets avortés qui n'ont jamais abouti, pas par peur à mon sens du cadre juridique, parce que je crois que l'analyse du droit constitutionnel laisse apparaître que si le législateur français adopter un régime qui offre toutes les garanties qui sont posées notamment par le Conseil constitutionnel dans le cadre des dispositifs de surveillance, il pourrait être validé par ce dernier. Mais je pense que la crainte, elle est politique parce que c'est un sujet qui est particulièrement sensible à raison, une fois encore, dans l'opinion publique et que donc, pour l'instant, personne ne s'est lancé dans l'entreprise législative. En revanche, comme vous le savez, il y a eu une proposition de réglementation européenne qui a été publiée en avril dernier par la Commission, qui est actuellement en train d'être discutée, et qui, en ses articles 5 et 6 notamment, propose de mettre en place un régime qui serait applicable à la reconnaissance faciale, notamment dans ses usages dans l'espace public. Alors l'article 5 de la réglementation en question propose d'établir une interdiction de principe, donc comme vous pouvez le lire, interdiction de l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance, en temps réel, dans des espaces accessibles au public à des fins répressives. Donc typiquement le cas de « nous allons équiper la promenade des Anglais à Nice de caméras équipées de vidéos de reconnaissance faciale », pour prévenir toute atteinte à l'ordre public. Par principe, c'est interdit. En revanche, le diable est dans les détails. Il y a de très nombreuses exceptions à ce principe. Vous avez les 3 exceptions inscrites en dessous de l'article. Donc, on nous dit lorsque la recherche ciblée de victimes potentielles spécifiques de la criminalité, notamment d'enfants disparus, requiert qu'on l'utilise. Pour la prévention d'une menace spécifique, et pour toute une série d'infractions qui sont prévues dans la décision 4 de 2002, on nous dit, qui concerne en réalité le mandat d'arrêt européen. Donc la liste en question, vous l'avez au slide suivant, la voici. Vous voyez que c'est une liste qui est extrêmement exhaustive, qui couvre un grand nombre d'infractions, si bien un si grand nombre d'infractions que, à la lecture de ces articles, on se demande finalement quelles seraient les motivations pénales qui ne rentreraient pas dans le cadre de l'exception prévue par le texte. Donc une exception, une interdiction qui est vidée à bien des égards de sa substance par les exceptions qui sont prévues au règlement. Tous les autres usages de la reconnaissance faciale en ce qui concerne l'identification, l'authentification est à part, eh bien, relèvent conformément à l'annexe 3 du règlement de systèmes d'IA à haut risque, donc c'est-à-dire des systèmes qui vont être autorisés sous réserve d'un régime applicable. Alors ce régime applicable est le suivant, il est prévu dans la suite de l'article 5. Les polices nationales peuvent avoir recours à la reconnaissance faciale sous réserve d'une autorisation préalable qui sera délivrée soit par une autorité judiciaire, soit par une autorité administrative, qui tiendra compte pour délivrer celle-ci, donc ça se fera sur demande, qui tiendra compte pour celle-ci de la nature de la situation, qui justifierait ou non qu'on recourt à la technologie,
des conséquences qu'aura l'usage de la technologie sur les droits et libertés fondamentaux et vérifiera que les garanties et les conditions de la mise en œuvre et de l'usage de ce système soient proportionnées et nécessaires, hein, cette condition étant rappelée encore une fois dans les objectifs de cet article. Alors, ce que nous dit en outre cette législation, c'est qu'un État membre peut décider de prévoir la possibilité d'autoriser totalement ou partiellement l'utilisation de systèmes d'identification biométrique à distance en temps réel dans les espaces accessibles au public à des fins répressives. Donc, autre exception qui se surajoute finalement à la liste que j'évoquais, et qui constitue un renvoi de balle de l'Union européenne vers les États membres à nouveau, c'est de dire vous avez toujours la possibilité dans votre appareil législatif national d'autoriser l'usage de la reconnaissance faciale en temps réel si la loi le prévoit. Donc, ce qu'on peut dire de cette législation, la manière dont elle est conçue, c'est que finalement, en l'autorisant, on va un petit peu, même beaucoup, l'institutionnaliser, en donnant le mode d'emploi. C'est le compromis qui a été trouvé au niveau européen, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a des intérêts en présence en la matière qui sont assez diamétralement opposés. On a d'un côté un secteur industriel qui pousse, qui veut avoir un terrain, qui veut développer ses systèmes et qui dit on ne veut pas perdre la course face aux géants technologiques que constituent la Chine et les États-Unis. On a des gouvernants, des décideurs politiques qui sont plutôt sensibles à ce discours-là et qui, en outre, le sont tout autant au discours sécuritaire qui est porté par un certain nombre de forces de police qui soutiennent l'idée d'être équipés de dispositifs qui vont être adaptés à leur temps. C'est une expression qu'on retrouve bien souvent dans la bouche de ces catégories d'intérêt en quelque sorte. Et puis de l'autre côté, on a la population, l'opinion publique et les ONG qui attirent notre attention sur les risques que présente l'usage de ces dispositifs et la société que l'on engendrerait, une société sans anonymat. Donc, le compromis, il est ici sur le terrain pénal avec un mode d'emploi établi. Autre apport de ces dispositifs qui répond cette fois-ci aux inquiétudes qui ont été posées sur le terrain plus technique cette fois-ci, parce que bien évidemment, il y a un risque qui a trait aux droits fondamentaux, mais il y a aussi un risque technique que j'évoquais. Et donc, il y a tout un système de certification qui s'appliquera notamment au système de reconnaissance faciale qui a été conçu, pensé à l'échelon de cette législation au travers de la procédure d'évaluation de la conformité à l'article 43 et qui permettrait notamment que ces outils soient testés, fassent l'objet d'un certain nombre de tests en amont et dans leur durée de vie pour s'assurer qu'ils soient conformes aux exigences qui ont été établies par le règlement. Alors j'en viens au dernier point. Les angles morts du droit, alors ce que l'on n'a pas traité ou ce qui n'est pas traité, vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses encore qui sont en suspens puisque tout ce que je vous annonce n'a pas été adopté. J'ai aussi oublié de vous dire que les discussions actuelles sont nombreuses, qu'on voit aussi que vous en avez sans doute parlé dans les échanges précédents, lors des précédentes séances. Cette réglementation, elle bouge beaucoup, notamment par rapport à son champ d'application. Et la reconnaissance faciale retient une grande partie des discussions qui sont en cours. Donc, tout ce que je vous présente est pour l'instant au conditionnel. Donc, dans cette troisième partie, j'indiquerai davantage ce qui n'a pas été envisagé ou ce qui devra nécessairement l'être pour qu'on puisse avoir, si demain la reconnaissance faciale doit être une large réalité sur le terrain, eh bien, une technologie à minima conforme avec l'état de droit. Alors pour ce faire, j'aimerais, je vous l'annonçais en tout début, reparler du cas Clearview, cette société qui a été créée en 2017, une start-up américaine, new-yorkaise pour être précise, ça a de l'importance pour la suite de l'histoire, et qui a constitué avec peu de moyens finalement la plus grande base de données biométriques du monde,
en aspirant, en web scrapant les données, les images rattachées au profil, notamment sur les réseaux sociaux des individus, afin de pouvoir créer des correspondances et par ce biais la plus grande base de données biométriques au monde. Donc, l'affaire a été révélée par le New York Times dans cette enquête qui avait surpris et pris de court de beaucoup de gens en 2020. On avait révélé alors que les polices canadiennes, les polices américaines, Interpol avaient recours au service de cette société. Clearview avait alors environ 3 milliards d'images faciales reliées à des profils et à des métadonnées aussi, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que Clearview va pouvoir vous identifier, mais indiquer également la source où vous avez été identifié et vous rattacher à un certain nombre de données, donc agréger et vous profiler, hein, c'est l'idée du business en question. Et puis, donc, Clearview s'était défendu en disant ben oui, nous participons au maintien de l'ordre public. D'ailleurs, c'est toujours le slogan qui est affiché sur son site internet. Et puis, plusieurs journalistes dans de nombreux pays dans le monde se sont intéressés à ce cas et on a découvert qu'en réalité, l'ampleur du business était beaucoup plus importante qu'on ne l'imaginait, puisque de très nombreuses polices européennes, dont les polices belges, dont les polices françaises, italiennes, autrichiennes, allemandes, et j'en passe, et au-delà de l'Occident, avaient également recours à ces services. On s'est également aperçu que la probité du discours était très contestable. Hein. Les grands sauveurs de l'humanité, comme ils se présentaient pour la lutte contre... Alors, parce qu'il y a eu notamment des cas au Canada où ils ont permis de déjouer et de démanteler des réseaux de pédopornophilie en identifiant les personnes. Donc, les héros tels qu'ils se présentent vendent également leurs services à des sociétés de divertissement, à des supermarchés et à quelques privés. Il y a eu une anecdote rigolote rigolote si on veut, avec l'acteur Aston Kutcher qui s'est vanté sur les réseaux sociaux d'utiliser un logiciel qui reconnaissait tout un chacun et qui a été identifié comme le législateur Clearview par les personnes qui s'occupent du dossier. Donc, cette société... Et alors, dernier élément factuel que je peux vous donner par rapport à cette société, c'est que son objectif final, son objectif d'évolution plutôt, serait aujourd'hui de favoriser la démocratisation, puisqu'elle a déposé plusieurs brevets aux États-Unis en ce sens, pour faire en sorte que tout un chacun puisse pouvoir bénéficier de ces services. Donc, de la même manière que vous êtes abonné à Netflix ou autre service du type, vous prendriez votre abonnement à Clearview. Sachant que, comme je vous l'indiquais en introduction, ces services existent déjà. Alors, j'ai choisi de ne pas prononcer le nom de ces sociétés pour ne pas leur faire de publicité, mais en Europe, et comme on l'a vu en Russie, il y a des sociétés qui prospèrent aujourd'hui parce qu'elles vendent ces services tout un chacun. Donc ça, c'était un des prospectus de Clearview qui était délivré à la police. Donc, stop searching, start solving. Donc, arrêtez de chercher et commencez à trouver. Donc, en effet, elle a construit sa réputation par les usages qui pouvaient en être faits sur le terrain policier. Alors, 2021 a été l'année du contentieux stratégique. Alors, pour moi, c'est un contentieux qui est très, très emblématique du contentieux algorithmique aujourd'hui, parce qu'on voit bien que les usages des systèmes algorithmiques, ils se font bien souvent de manière... en trompe-l'œil, ils sont déterritorialisés. Je dis en trompe-l'œil parce qu'en réalité, ils concernent des territoires, parce qu'ils concernent des personnes qui se trouvent sur ces territoires. En tout cas, c'est ce que prétendent ces entreprises qui opèrent de manière globale, et que face à ces atteintes à la vie privée qui étaient portées par ce système qui se sert des photos que nous postons en ligne pour pouvoir vendre un business, il y a plusieurs ONG, plusieurs associations de défense des droits de l'homme qui se sont alliées pour pouvoir déposer toute une série de recours devant les instances compétentes. Donc, on a eu
dans un premier lieu du contentieux aux États-Unis, où je vous disais que l'origine de Clearview était importante à New York parce que, bien évidemment, que les recours ont été déposés dans l'Illinois, qui dispose d'une des législations les plus protectrices en matière de données biométriques, le BIPA, le fameux BIPA, et que donc là, pour l'heure, on en est à la bataille qui se joue sur quel va être le tribunal compétent, sachant que Clearview a dit non, les juridictions de l'Illinois ne sont pas compétentes en la matière, ce à quoi le juge new-yorkais a répondu que si, au regard des requérants. Donc, le contentieux est aujourd'hui pendant. Pendant ce temps, en Europe, il y a plusieurs, comme je vous le disais, ONG qui se sont rassemblées pour pouvoir déposer des recours devant les autorités de protection des données nationales. Donc, des dépôts de plaintes, notamment, ont été formulés devant la CNIL française, devant l'autorité de protection des données italienne, autrichienne, grecque, et on sait que l'autorité de protection des données anglaise et australienne se sont déjà et conjointement prononcées en novembre dernier. Donc, à ce stade, les autorités de protection, qui sont toutes compétentes, le mécanisme du guichet unique qui existe dans le RGPD n'est pas applicable en l'espèce puisque Clearview n'a pas son siège ni de siège en Europe. Eh bien, donc, les autorités de protection se sont prononcées de manière unanime, de manière assez sévère, en disant il n'y a pas de base légale pour Clearview pour utiliser ces photos à des finalités de reconnaissance faciale. Je résume les choses. Donc, ces décisions sont fondamentales, à mon sens, pour définir notre contrat social démocratique et numérique, en quelque sorte, puisque la question qu'il y avait en trame de fond, c'était de se dire, finalement, quand moi, je poste quelque chose en ligne, est-ce que je renonce à mes droits? Est-ce que je renonce est-ce que ça signifie que je consens à tout type d'usage? Là, les autorités de protection des données rappellent que non. Et donc, ont mis en demeure, voire sanctionné la société Clearview d'arrêter son activité au sein des États concernés, de supprimer les profils de leurs nationaux au sein de cette base de données, sous réserve de porter atteinte, d'être en contradiction, en contravention avec le droit européen notamment. Alors pourquoi je vous parle de Clearview? Pour vous parler des angles morts du droit européen en la matière. Parce que premièrement, une grande partie de ces recours ont reposé sur l'exercice des droits des citoyens. Or, vous allez voir que les autorités belges, notamment, ont mis en évidence, ont rappelé que c'était quasiment impossible de mettre en œuvre nos droits d'effacement, notamment les droits qu'on avait dans le RGPD, et qui, in fine, vont garantir notre anonymat, parce qu'on n'est pas nécessairement au courant que l'on utilise Clearview. Bon. Et ce que j'aimerais vous montrer, c'est les pratiques qui, aujourd'hui, ont cours. Alors, prenons même un exemple comme la France. La France, très récemment, dans une décision du Conseil constitutionnel de janvier 2022, a fait quelque chose qui n'avait pas été fait jusqu'alors, au travers d'une réserve de constitutionnalité, a rappelé ou a établi que l'usage de la reconnaissance faciale par les services de police était interdite. Donc la loi qu'elle avait à examiner n'était pas une loi qui portait sur la reconnaissance faciale, c'était une loi qui portait sur l'usage des drones, notamment dans le cadre des missions de police. Et comme vous pouvez le voir dans le considérant que vous avez sous les yeux, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'en application du deuxième alinéa de l'article L242-4 du Code de sécurité intérieure, les dispositifs aéroportés, les drones, ne peuvent pas procéder à la captation du son, ni comporter de traitement automatisé de reconnaissance faciale. Ces dispositifs aéroportés ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisée avec d'autres traitements de données à caractère personnel. Toutefois, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée, être interprétées comme autorisant les services compétents à procéder à l'analyse des images au moyen d'autres systèmes automatisés de reconnaissance faciale qui ne seraient pas placés sur ces dispositifs aéroportés. Alors vous allez me dire, ça constitue une avancée. Oui, puisqu'on met une limite constitutionnelle claire
à l'usage de la reconnaissance faciale. Le problème de cette réserve constitutionnelle est qu'elle précise bien que sont concernés par l'interdiction les services compétents, ce qui signifie en creux qu'une entreprise privée ou les services de renseignement d'un État tiers, n'étant pas des services compétents, ne sont pas concernés par cette interdiction. Or, l'usage de Clearview, dans bien des cas, relève non pas de la délégation de services publics, puisqu'en plus déléguer des fonctions de police, c'est interdit, en tous les cas en France, et que, pourquoi? Parce que ce n'est pas considéré comme un acte en tant que tel, mais souvent on fait de la sous-traitance. Donc ce n'est pas considéré comme un acte de procédure, donc il n'y a pas de délégation, et on fait de la sous-traitance. Et comme vous le voyez, les sous-traitants ne sont pas concernés par cette réserve constitutionnelle. Donc même dans un État où on a décidé d'en faire une réserve de constitutionnalité, cet angle-là n'a pas été couvert. Et ces services, donc on voit aussi la concurrence qui se fait entre régime public et privé. On dit toujours « oh, mais c'est pas grave dans le privé, les personnes sont consentantes ». On s'aperçoit aussi que l'activité privée doit être extrêmement encadrée parce que finalement, si c'est pas permis dans le public, ça revient par la fenêtre en quelque sorte. Or, sur la sous-traitance qui s'opère au niveau des systèmes de police, sur lequel on avait pour l'instant le plus grand flou, on n'arrivait pas à avoir l'information. Au sein du Centre Perelman, je sais qu'on a discuté de cette question-là lors d'un séminaire interne il y a quelques mois. Je n'avais pas de réponse à vous apporter parce qu'on n'avait pas des éléments. Eh bien, on a eu la semaine dernière un rapport extrêmement éclairant qui nous vient de l'organe de d'information policière belge, qui s'est intéressé à l'usage par les polices belges des systèmes de Clearview. Et alors, le rapport tel qu'il existe, je vous invite vraiment à le lire, il n'est pas très long et il pose très bien les choses, met en évidence le fait qu'aujourd'hui, l'ordre juridique tel qu'il est construit fait qu'on passe complètement, fait que l'usage d'un système Core Clearview passe complètement en dehors des radars du droit. Et si je reviens avec la législation européenne, en effet, qui conforterait la réserve constitutionnelle, va dans le même sens que ce que je viens de vous dire, en effet, cet angle-là n'a pas été véritablement envisagé. Alors, je vous ai sélectionné quelques petits extraits de ce rapport où il est dit en substance que finalement, les forces de police n'ont pas conscience véritablement de ce qu'elles font, à savoir qu'elles transmettent des images qui appartiennent à des dossiers judiciaires à une société privée qui fonctionne, qui a des finalités commerciales, donc qui va constituer des bases de données à partir de là et réutiliser, réemployer potentiellement ces données sans qu'aucune garantie ne soit donnée, que dans la mesure où il n'y a pas d'acte de procédure réel, que ce n'est pas reconnu comme tel, finalement, à part la moralité, il n'y a pas véritablement de règles, ni en interne par rapport à ces usages. Au contraire, ils sont encouragés au titre de la performance et qu'il n'y a pas de contrôle du tout sur ce que fait Clearview. Il est impossible, je vous lis le passage en rose, il est impossible pour les personnes concernées de savoir que leur photo a été chargée dans l'application Clearview et il est de surcroît très difficile, pour ne pas dire impossible, pour la personne concernée d'exercer ses droits à l'égard de Clearview, ce que rappelait également la décision française. Donc au final, on a aussi tout un pan du droit qui n'est pas envisagé du tout et qui pousse plus largement, à mon sens, à reconnaître une valeur juridique aux actes numériques de l'administration. Là, on est en train de parler de la reconnaissance faciale, mais moi, je plaide en ce sens plus largement pour d'autres types d'actes qui seraient utilisés, pour lesquels l'administration ferait usage de systèmes algorithmiques qui seraient potentiellement erronés et biaisés. Alors, il y a eu une prise de conscience outre-Atlantique, un petit peu, même s'ils sont plus en retard finalement que nous sur la législation, même s'il faut gager que ce rapport belge sensibilise aussi sur ces pratiques. Donc par exemple, au Canada, il y a eu un certain nombre de règles qui ont été développées en interne par les polices pour pouvoir utiliser
ces logiciels de manière plus responsable, être conscient des risques. Et on sait qu'il y a également, récemment, il y a de la législation qui a été adoptée, donc dans l'État de New York, c'est également en discussion dans l'État de Washington, il y a dans l'État de l'Utah également, pour que l'on puisse informer dans le cadre d'une procédure judiciaire, pénale, les personnes qui ont fait l'objet d'un traitement par reconnaissance faciale, puisqu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc là aussi, tout un ensemble de mesures qui montrent la voie, qui doit encore être approfondie pour faire en sorte, encore une fois, que l'ensemble des risques qui sont posés par ces systèmes de reconnaissance faciale au sein de l'espace public soient pris en compte et soient traités. Je vous remercie de votre attention et je serai très heureuse d'avoir vos retours et questions.